Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Marcel Bagnole qui est juste derrière moi. Et oui, c'est ma maison depuis 4 ans maintenant et le véhicule a passé ses 5 ans il y a quelques mois. Alors on va répondre aujourd'hui à une question extrêmement simple mais importante. Est-ce que Fonds Vendôme, ça vaut quelque chose ou est-ce que ça part total en sucette au bout des 5 ans de garantie? Si ce sujet t'intéresse, c'est maintenant. J'aurais pu faire une review item par item en rentrant dans les plus infimes détails, mais j'ai pas du tout envie de faire ce genre de vidéo parce que globalement, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis en fait très satisfaite à la fois du fourgon d'un point de vue mécanique et de l'aménagement que Fonds Vendôme a mis dedans. Donc si tu espérais que je tire à boulet rouge sur quoi que ce soit ou qui que ce soit, eh bien je suis désolé, mais tu vas un peu t'ennuyer parce que c'est pas du tout ce qui va se produire dans cette vidéo. Mais comme beaucoup d'entre vous sont intéressés par ce sujet et attendent ce retour d'expérience, allons-y. Au niveau mécanique, Marcel a 5 ans révolu de très peu et 50 000 km là aussi passés depuis peu. Oui, je roule très peu et sans grande surprise, le contrôle technique, oui, au bout de 4 ans, faut un contrôle technique, est passé comme une lettre à la poste sans aucun souci. Et comme je roule aussi très cool, je consomme un petit 8,5 litres au 100 en moyenne sur ces 50 000 km pour déplacer toute ma maison. Évidemment, c'est pas une Formule 1 ni un véhicule tout-terrain, donc il reste gentiment sur la route et très exceptionnellement sur des pistes bien roulantes, mais le moins possible. De toute façon, j'ai tellement la flip de pas pouvoir faire demi-tour ou de me retrouver embourbé après m'être engagé sur 3 ou 4 km de piste que je préfère pas y mettre les pieds. Ouais, ça m'est arrivé. Les menuiseries, aussi bien que les huisseries, tiennent tout à fait bien la route et pour l'instant, il n'y a pas particulièrement de signe de fatigue. Alors je te dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps resserrer une petite vis parce que oui, il y a des choses qui se desserrent, mais c'est un fourgon, c'est comme un bateau, ça vit, ça a besoin d'un minimum d'entretien, mais vraiment rien de bien dérangeant. Alors certes, le sky des sièges commence un petit peu à présenter quelques signes de vieillesse. Les tissus commencent effectivement à être un peu cracra, faudrait peut-être que je pense à les laver éventuellement. Et l'un des stores avant a décidé par un beau matin d'hiver un petit peu frisqué de rompre au niveau d'une articulation. Et depuis je fais avec, mais ça occulte toujours et finalement c'est ce qu'on lui demande. Est-ce que c'est grave tout ça? J'ai envie de dire... Pas vraiment. Certains trouveront certainement que oui et que c'est absolument inadmissible. Moi, franchement, je m'en fous un peu. Globalement, ça fait le job que c'est supposé faire et c'est ça qui m'importe le plus. Évidemment, je préférerais que rien ne casse et que tout soit encore comme neuf, mais je vais pas en faire un drame. Globalement, au bout de 5 ans à temps plein, ce qui est quand même une utilisation assez intensive, ça n'a pas bougé en fait, c'est encore comme neuf. Et ça, c'est quand même vachement agréable. C'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté au départ. Donc j'en suis super satisfaite. Désolé si t'espérais que je dise que c'est de la grosse daube parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais aussi cool que soit cet aménagement et ce fourgon, ça reste clairement un aménagement générique pensé pour monsieur et madame tout le monde, avant tout pour partir quelques jours en vacances, aller quelques semaines, tout au plus avec un petit bout au camping de temps en temps. Quand on y vit à l'année comme moi, les besoins sont forcément assez différents et on a besoin d'aménagements qui soient plus adaptés, ce qui fait que j'y ai apporté quelques modifications pour me rendre le quotidien plus agréable et pour s'adapter à ce dont j'ai besoin à l'année. Il y a 2 améliorations qui sont vraiment structurelles et toute une ribambelle de petites améliorations pour agrémenter mon quotidien, dont je vais te parler. Je ne vais pas te détailler absolument tout ce que j'ai fait parce qu'il y a des choses qui sont insignifiantes, je vais juste te parler des principales qui à mon sens sont intéressantes et sont vraiment indispensables, en tout cas dans mon cas, puisque c'est mon retour d'expérience. Les 2 grandes modifications sont bien sûr la surélévation du lit pour y mettre mes vélos et l'autonomie électrique que j'ai très largement améliorée. La surélévation du lit me sert à pouvoir rentrer à l'intérieur du vélo mes 2 vélos entiers sans les démonter intégralement à chaque fois. Je dois quand même démonter les roues avant, mais ça se démonte assez facilement. Alors je te vois venir, je sais très bien qu'il existe des porte-vélos sur les portes arrière et tout ce que tu veux, mais moi je n'en veux pas parce que je préfère que mes vélos soient 1 à l'abri des intempéries et 2 à l'abri des yeux plein de convoitises, ce qui fait que je préfère les avoir à l'intérieur avec moi. Mais évidemment, ce sont des vélos, alors il y a un vélo type gravel et un vélo type VTT, voilà, c'est pas des vélos pliants, ça rentre pas dans la soute de base, donc j'ai surélevé le lit pour pouvoir les passer en dessous, et je t'invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur la fabrication de cette surélévation si tu veux en savoir plus. Jusque là, ça fait à peu près 4 ans maintenant que cette surélévation est en place, et bien rien n'a bougé, ça marche parfaitement bien, j'ai pu l'adapter au fur et à mesure de l'évolution des vélos, donc je ne vais pas y toucher pour l'instant. Pour l'autonomie électrique, là, on va pas se mentir, j'ai mis les petits plats dans les grands, clairement, avec une batterie lithium de 250 Ah, un panneau solaire de 350 watts
en Crète, un chargeur solaire de 30 ampères et un chargeur secteur de 50 ampères. Ah oui, par contre, j'ai désactivé la recharge sur l'alternateur. C'était compliqué à mettre en place et de toute façon, je roule tellement peu que ça n'apporterait vraiment pas grand-chose dans mon cas très particulier. Pour mon confort, là encore, j'ai aussi refait une partie du câblage 220 volts pour avoir accès aux prises intérieures, il y en a deux, dans le fourgon à partir de l'onduleur et non pas de la prise secteur externe qui est alimentée que quand tu es sur une alimentation extérieure type camping. C'est beaucoup plus pratique dans mon cas puisque je suis 99% du temps dans la pampa, donc c'est l'onduleur qui travaille quand j'ai besoin de 220 volts. Avec ça, j'ai de quoi voir venir, mais malgré tout, quand il n'y a pas de soleil du tout, notamment en hiver, après quelques jours, ça coince quand même. Alors j'essaye soit de me brancher sur le secteur si je peux, et si vraiment c'est pas possible, alors je dégaine mon arme ultime, prout, le groupe électrogène que je trimballe avec moi pour remettre un petit peu de jus dans les batteries et tenir en gros jusqu'au lendemain pour voir ce que ça donne. Et éventuellement avoir un peu de soleil ou au pire devoir se rebrancher, comme ça j'y vais de proche en proche. Concrètement, ce groupe va me servir, allez, 5, 6, maximum 10 fois par an. C'est pas beaucoup, mais quand il me sert, il me dépanne vraiment. C'est une vraie tranquillité d'esprit parce que s'il n'y a plus d'électricité dans le fourgon, il n'y a quand même plus grand chose qui marche. Alors je sais, si j'avais gardé la recharge sur l'alternateur, il suffirait de rouler avec Marcel. Mais comme je te l'ai dit, je roule peu et déplacer un véhicule de 3 tonnes juste pour produire quelques ampères, ça me semble assez inefficace. Clairement, le groupe électrogène est quand même vachement plus efficace énergétiquement, quand bien même il n'est pas très efficace dans l'absolu. Mais ça reste mieux. Voilà, moi je préfère ça comme ça, ce qui m'évite d'avoir à bouger pour recharger, parce que c'est pas très marrant de bouger tout le temps. En passant d'ailleurs quelques mots rapidement sur ce groupe électrogène, parce que je sais que là aussi certains d'entre vous attendent un retour d'expérience. Je vais être décevante, mais j'ai pas grand chose à dire en fait. Ça marche juste très bien. Tu le démarres, tu tires sur l'espèce de manivelle, enfin c'est pas une manivelle, mais je sais pas comment on appelle ça, sur la ficelle là, et puis ça démarre. Alors évidemment, quand il n'a pas tourné depuis 6 ou 8 mois, il faut mettre un petit peu d'huile de coude et il faut tirer une bonne dizaine de fois assez énergiquement avant qu'il ne parte, mais il part quand même assez facilement pour une période d'arrêt de 6 mois. T'es pas à devoir t'éreinter pendant 2 heures et à t'empêter tout ce que tu peux sur la planète entière. Petite précision pour apporter une petite information supplémentaire par rapport à la recharge sur le groupe électrogène. Le chargeur 50 ampères que j'ai pris, je l'ai calibré en fonction de la puissance maximale en fait de mon groupe électrogène, pas de la batterie parce que je pourrais mettre bien plus dedans. Mais le groupe électrogène, lui, avec ses 50 ampères, il est à peu près au maximum de ce qu'il peut produire. C'est pour maximiser l'efficacité. Mais du coup, quand je fais un appel de puissance comme ça, sur un moteur froid, quand le groupe vient de démarrer, généralement ça le fait caler. Donc la solution, c'est simplement de le faire préchauffer un petit peu, donc tourner à vide ou avec une plus faible puissance d'appel. Et une fois qu'il est chaud, au bout de 2 minutes, là, on peut envoyer la sauce et ça passe très très bien. Allez, on retourne à la vidéo. Non, globalement, ça fonctionne. J'ai envie de dire, c'est du Honda, j'ai pas pris ça pour rien, c'est parce que je sais que ça fonctionne. Et ça fait exactement ce que j'espère que ça fasse et ce pourquoi je l'ai acheté. Désolé si tu espérais un retour beaucoup plus compliqué, mais non, juste ça marche. Par contre, concernant la partie j'ai recablé la partie 220 volts de mon fourgon, compte clairement pas sur moi pour faire une vidéo qui te montre comment j'ai fait tout ça. Je savais personnellement ce que je faisais, c'est ça d'être ingénieur, mais c'est pas le genre de truc qu'on apprend avec un petit tuto vite fait sur YouTube ou ailleurs, parce que c'est risqué en fait. Un mauvais branchement et tu peux littéralement mettre le feu à ton fourgon. Donc non, je vais pas prendre ce risque, tu vas devoir te débrouiller toi-même si tu veux le faire, ou mieux, fais-le peut-être faire par un professionnel, ce sera plus sûr. Tout le reste, ce sont des petites améliorations pour améliorer le quotidien et optimiser le stockage. Parce que oui, du stockage, on n'en a jamais assez. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les moindres petites choses que j'ai faites, mais je vais juste te parler de quelques petites trouvailles que je trouve intéressantes ou dont j'aime bien l'idée. Par exemple, j'ai fait installer un réservoir GPL au lieu de la classique bouteille de propane que tu trouves en supermarché. Je te parle là d'un vrai réservoir avec les certifications et tout, et pas une bouteille de gaz bidouillée. J'ai rien contre les bidouilles, mais là, avec le gaz, c'est pour moi vraiment pas l'endroit et pas le moment de faire de la daube. Grâce à un petit jeu d'adaptation européen, ça permet de faire le plein de gaz en station-service n'importe où en Europe. Oui, parce que en Europe d'accord, mais il faut un adaptateur et un format différent pour chaque pays, parce que c'est pas vraiment harmonisé. Bref, ça t'évite juste d'avoir l'air stupide à demander en Espagne, par exemple, une bouteille de propane au format français, parce que c'est pas le même. Dans mon fourgon, le gaz ne sert qu'à la cuisine, donc ça tient clairement très longtemps. J'en ai pour 8 mois à peu près sur une bouteille, mais quand c'est vide, et du coup tu manges soit froid, soit au camping-gaz. Ça m'est arrivé la première année où j'étais en Espagne pendant le Covid, j'ai mangé pendant
pendant 6 mois, j'ai cuisiné pendant 6 mois avec un camping-gaz. Ouais, c'était folklorique. Maintenant, ce problème est résolu. Une autre trouvaille dont je suis assez fier, enfin c'est pas une trouvaille de moi, hein, c'est un truc que j'ai chopé sur internet, c'est un rangement qui s'accroche au mur grâce à des cales françaises ou French cleat. Je trouve ce système vraiment super ingénieux et si on le réfléchit bien, il peut être très modulaire. Moi, ce tiroir-là ou ce stockage-là me sert à stocker mon ordinateur et mon iPad, ça bouge pas du tout pendant que je roule, mais ça se démonte en même temps très facilement quand il faut par exemple que je refasse le lit, sinon ça deviendrait très compliqué. Là, j'y ai accès comme s'il n'y avait rien. Je pense d'ailleurs que je vais rajouter d'autres petites cales françaises un peu à droite et à gauche pour avoir des petits rangements que je peux disposer un petit peu selon comment j'ai envie de faire, parce que c'est vraiment très pratique et super simple à faire en plus. Comme je te le disais, dans un fourgon, on n'a jamais assez de rangement. Alors j'en ai profité pour rajouter des petits rayonnages dans certains des placards, histoire de mieux pouvoir optimiser le stockage et les différents objets que j'y mets dedans, parce que sinon ils sont parfois un peu grands, et tu te retrouves à devoir entasser les choses n'importe comment, et tu te les prends dans la gueule quand tu ouvres le tiroir, ce qui n'est jamais très très agréable. Là comme ça tient bien gentiment. Et la petite trouvaille intéressante, c'est pour ça que je t'en parle, c'est que, exactement comme j'ai fait pour la surélévation du lit, il n'y a rien de vissé, ni rien de collé dedans. C'est tout par emboîtement, ce qui fait que je peux assez facilement changer la dimension de mes petits rangements si j'en ai envie, et ça se démonte facilement si je n'en veux plus non plus. Petite trouvaille sympathique. En ce qui concerne l'eau potable, je suis toujours avec mon système de filtration hyper basique et hyper low-tech qui fonctionne juste en faisant passer par gravité l'eau dans des filtres qu'il faut changer une fois par an. C'est le seul entretien, sinon ça ne consomme pas d'électricité. Ça coûte pas très cher. Je ne suis jamais tombé malade, bref, j'en suis super contente, vraiment, je ne changerai absolument pas pour un système compliqué d'ultraviolet ou de je ne sais trop quoi. Ça marche, c'est facile, tu fais ton eau et puis tu bois et tu oublies. J'aime bien quand c'est facile. Alors comme tu le vois, la plupart des choses sont simplement restées d'origine, à l'exception des quelques aménagements dont je viens de parler. Et l'ensemble vieillit vraiment très bien pour l'instant. Le seul point un peu négatif que j'aurais éventuellement à signaler, c'est au niveau de l'isolation thermique du véhicule. Je la trouve un petit peu light quand les températures commencent à descendre vers la fin de l'automne et l'hiver, quand tu commences à avoir 0, voire un petit peu en dessous. Je ne sais pas exactement comment c'est isolé, mais l'accès que j'ai à l'isolation pour voir, c'est sur les portes arrière, et quand on y accède, ça m'est arrivé parce que j'ai déjà bidouillé, on voit en gros juste de la laine de roche fourrée là-dedans, un petit peu n'importe comment, et puis c'est tout. Ce qui me laisse quand même à penser que c'est pas fait très très différemment ailleurs. Et je trouve ça un peu léger, clairement on n'est pas sur de l'Armaflex sans aucun trou et sans aucun pont thermique. Là c'est un peu à la One Again et Beast to Fly. Et paradoxalement, c'est bien le dernier truc que tu peux refaire sur un fourgon sans tout désosser. Donc clairement je ne vais pas y toucher, mais je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas peut-être un effort supplémentaire qui a été mis là-dedans pour une marque de fourgon premium. Ça serait un bel argument d'avoir une isolation un petit peu plus cossue. C'est dommage, la chaudière rattrape bien, mais on y gagnerait quand même en confort. J'ai envie de profiter de cette occasion pour te faire aussi un petit bilan plus personnel de ces 4 ans de van life à temps plein. Alors déjà, la première chose, c'est que l'appellation van life m'horripile complètement, j'ai horreur de ça. Il ne t'aura pas échappé que le marketing est passé par là pour te vendre un rêve. Le fourgon genre calé sur une plage au coucher de soleil avec une meuf à moitié à walper qui se prélasse sur le lit langoureusement. Bon d'accord, je force un peu le trait, mais enfin tu vois le genre. Méline en mode montage interrompt la vidéo parce qu'en fait j'ai presque galéré à trouver une image aussi caricaturale que ce que je suis en train de te décrire. Néanmoins, si la situation semble avoir un peu changé, aujourd'hui la van life semble surtout servir à te vendre des vannes. Si ça c'est pas du marketing, je sais pas ce que c'est, donc ça a changé mais pas vraiment en fait. On continue. Alors j'avoue, j'ai moi-même utilisé le terme van life au début, mais voilà, plus j'y pense, moins je m'identifie à ce mouvement. Je me considère simplement comme nomade, c'est-à-dire que je déplace ma maison au gré de mes envies. Ce n'est pas du tout un voyage, dans le sens où il n'y a ni destination précise, ni durée prédéterminée, mais c'est simplement un style de vie. Au jour le jour, je mène ma petite vie à un endroit un jour et à un endroit différent ailleurs. Mais quand je dis ailleurs, bien souvent c'est un petit saut de puce en fait, parce que je roule pas beaucoup comme je te l'ai dit. Mon idée c'est pas du tout de faire des centaines de kilomètres pour faire telle ou telle région et faire tel ou tel truc qu'il faut absolument voir, quitte à rouler des heures et des heures. Non, moi ce que j'ai envie c'est de pouvoir profiter de l'endroit où je suis et de vivre là et de le découvrir un jour en allant marcher, un jour en allant faire du vélo, un jour en allant courir et puis je vais un petit peu plus loin, puis je refais du vélo et puis bref, simplement la slow life. Pour moi, tout le plaisir de cette vie nomade, c'est justement de pouvoir prendre le temps du déplacement, étape par étape, et de définir sa destination un peu au fur et à mesure, au gré des envies, et comme je te le disais, des fois des petites contingences quand même de la vie nomade, mais elles sont relativement limitées. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que les choses ont évolué, et c'est comme ça qu'actuellement, je mène ma petite barque. Alors combien de temps est-ce que je vais continuer ainsi? Eh ben en fait j'en ai aucune idée. J'ai juste envie de dire tant que ça me conviendra, que j'y trouverai mon compte et que les plaisirs et avantages que j'en récupère sont
supérieurs aux inconvénients qui viennent avec cette vie un peu particulière, parce que des inconvénients, il y en a quand même plein. Je vais pas t'en faire la liste ici, mais rapidement, c'est très petit, c'est très exigu. Tu dépends énormément de l'extérieur, donc s'il fait moche, qu'il pleut, c'est assez compliqué, parce que même si tu peux sortir avec des vêtements adaptés, au bout d'un moment, tout est mouillé quand même, tu peux pas trop bien faire sécher quoi que ce soit. Et les soirées d'hiver sont très longues et ça fait beaucoup de temps à tuer avec pas tellement d'alternatives à attendre que le temps passe. Et ça, c'est quand même un peu relou. Donc il y a des moments où c'est plus intéressant d'être dans un van que d'autres, mais pour l'instant, globalement, j'arrive à gérer. J'avoue que l'hiver, des fois, j'en ai un peu ras-le-bol, mais ça, on verra comment j'évolue. Nouvelle interruption parce que je me rends compte encore une fois au montage que j'ai oublié d'aborder un point qui revient quand même souvent dans les questions, c'est celui de la solitude. Je vis seul en van, je suis très bien comme ça ne va pas changer. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une difficulté? Alors dans mon cas personnel, non, parce que cette solitude, je l'apprécie, je la gère parfaitement bien et je m'y sens bien. Voilà, j'ai suffisamment confiance en moi pour me lancer dans des trucs où peut-être d'autres auraient besoin de le faire avec quelqu'un ou apprécieraient la compagnie de quelqu'un parce qu'ils s'ennuient avec juste eux-mêmes. Moi, c'est pas du tout le cas et j'ai envie d'ajouter qu'avec la technologie actuelle, la solitude est quand même extrêmement relative parce que on peut facilement rester en contact avec ses proches, que ce soit en texte, en vocal, voire même en appel vidéo. Donc on n'est pas comme il y a 200 ans où la solitude c'était une vraie solitude où tu parlais à personne pendant des lustres. Là c'est pas le cas, je peux parler à mes proches tous les jours si j'ai envie. Donc la solitude elle est quand même très relative et moi globalement je la vis vraiment bien. C'est pas du tout un problème pour moi. Allez, on termine la vidéo. Refermons cette petite parenthèse plus personnelle qui termine ainsi ce bilan. Je sais que beaucoup attendaient cette vidéo et donc la voici. Alors peut-être que c'était pas exactement celle que tu attendais, que tu espérais que j'aille beaucoup plus dans les détails, mais à vrai dire, j'ai pas du tout envie de m'éterniser sur cet aspect van life, vie nomade. Pour moi, c'est vraiment juste un moyen, c'est le mode de vie qui me convient actuellement et que j'ai choisi, mais ce n'est ni une fin en soi, ni quelque chose dont j'ai même envie de réellement faire la promotion. Je n'ai aucun projet de faire des grands changements sur Marseille pour l'instant, comme tu l'as compris, il me convient en l'état et j'espère que ça tiendra encore longtemps, en tout cas le temps que j'en ai besoin. Mais je pense qu'on n'en reparlera pas forcément ici, enfin plus vraiment. Bon allez, vidéo terminée, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, peut-être un peu différente que celle à quoi tu t'attendais, et puisque tu es toujours là, eh bien pourquoi ne pas me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, bien sûr n'hésite pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Si elles ont un rapport avec la choucroute, les autres je vais les dégager parce que ici c'est chez moi, donc je fais comme j'ai envie. Allez, j'espère que tu as passé un agréable moment, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'espère qu'il était vraiment agréable, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À ciao.